Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Vertige du cosmos, une brève histoire du ciel. Entretien avec Trinh Xuan Tuan, astrophysicien, chercheur, professeur d'astronomie à l'Université de Virginie à Charlottesville, écrivain. Et Fernand Schwartz, philosophe de l'anthropologie, écrivain. La Passerelle, Paris 11e, le 3 décembre 2019. Bonsoir, Toine. Bonsoir, Fernand. Bon, je vais dire à notre public qu'on se connaît depuis longtemps et c'est pour ça qu'on va se tutoyer puisqu'on a l'habitude de parler comme ça. Donc, soyez pas étonnés. Mais c'est la première rencontre en public qu'on a. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé, mais on n'a jamais échangé devant autant de monde. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Et Toine est un homme de trois cultures. Vietnamienne, française, puisqu'il a suivi le lycée français au Vietnam, et américaine, finalement. Américaine, anglophone. Donc, comment ça se passe avec trois cultures? Ouais, pour moi, je pense que c'est une richesse qui me définit vraiment à la confluence de trois cultures. Donc, je suis né à Hanoï, donc en 48, donc 6 ans avant donc Dien Bien Phu, vous savez, et puis la division du Vietnam en deux. Et donc mon père, ne voulant pas vivre sous un régime communiste, donc a amené toute la famille, on a tout abandonné. Hein. Ça c'est les histoires de guerre. On est parti avec une valise, je pense, pour aller au sud. Et mon père est reparti de zéro. Et il était magistrat. Et donc, j'ai grandi à Saigon, moi je dirais. Donc, j'ai de vagues souvenirs à l'âge de 6 ans, mais je savais qu'il y avait beaucoup d'événements qui se passaient dans le monde des adultes, mais j'appréciais pas directement la gravité des choses. Mais donc voilà. Donc, j'ai grandi dans le sud et bien sûr dans la tradition bouddhiste. Je pense que c'est 80-90% des Vietnamiens sont bouddhistes, et dans la tradition confucianiste, qui est donc deux pensées qui ont beaucoup influencé ma vision du monde, bien sûr. Donc ça, c'est mon héritage vietnamien. Donc, les Français sont partis, mais ils ont laissé à ce moment-là encore beaucoup d'écoles. C'est ça que j'aime bien. Je n'aimais pas la colonisation, bien sûr, française du Vietnam, mais les Français ont laissé de beaux bâtiments, d'abord, qui font le charme de Hanoï et Saigon maintenant. Et puis, bon, des écoles qui donnaient une très bonne éducation. Et donc, les familles qui avaient un peu d'argent envoyaient leurs rejetons dans ces écoles. Et donc, moi, j'ai fait donc les lycées français à partir de l'école maternelle jusqu'au lycée qui s'appelle le lycée Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs, où j'ai passé mon bac. Et donc voilà, donc ça m'a. Donc vous voyez, j'ai grandi quand même avec les philosophes et les penseurs français, avec la langue française, d'où mon amour pour la langue française et la culture française. Parce que tu écris en français. Oui, finalement. parce que j'ai écrit en français tous mes ouvrages. Mes collègues américains sont toujours étonnés. Moi, je vis aux États-Unis plus de 40 ans maintenant. Et pourtant, j'écris toujours pas en anglais mes œuvres littéraires. Hein. Parce que bien sûr, mes articles scientifiques sont toujours écrits en anglais. Parce que donc voilà, donc ça c'est mon héritage français. Et en fait, je voulais aller faire en France, continuer mes études supérieures. Vous savez, et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc c'est le général de Gaulle qui a perturbé mes plans et dévié ma trajectoire. Donc je voulais, oui, j'ai voulu. Est-ce que tu es atterri à Lausanne? Comment tu es arrivé à Lausanne? Oui, voilà. Donc je voulais faire maths sup, maths spé. Bon, tous mes professeurs me disaient faire maths sup, maths spé, et puis essayer d'entrer dans la rue l'école normale sup où la recherche se faisait en France. Et c'est ce que je voulais faire. Mais en 1966, donc l'année de mon bac, de Gaulle fait un grand discours à Phnom Penh disant que
les Américains n'avaient rien à faire au Sud-Est asiatique, il avait raison, que c'était un conflit interne, qu'il fallait que les troupes américaines se retirent du Sud-Est asiatique et que les Vietnamiens règlent ça entre eux. Donc, mais bien sûr, colère du gouvernement sud-vietnamien, parce que bon, c'était le Nord-Vietnam, le Sud-Vietnam, séparés par le 17e parallèle. Et donc, rupture de relations diplomatiques avec la France, interdiction à tout étudiant d'aller étudier en France. Donc, j'ai dû donc abandonner ma chambre que j'avais réservée déjà au lycée Louis-le-Grand, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc, voilà. Donc je me suis rabattu vers un pays francophone qui avait de bonnes écoles, de bonnes universités. Et donc, ça, c'était donc l'école polytechnique de l'université de Lausanne. Voilà, c'est ça, à Lausanne. Et donc, j'ai passé donc l'année 1966 à 1967 à Lausanne. Mais c'était une très bonne école. Hein. J'avais de très bons professeurs. Mais c'était plutôt une école d'ingénieurs à ce moment-là. Et moi, je voulais faire la recherche. Vous savez, les ingénieurs en général appliquent les lois qui sont trouvées par d'autres scientifiques pour construire des engins, des ponts, des avions, etc. Mais moi, je voulais faire la recherche fondamentale, trouver les lois même. Donc, je me disais, bon, peut-être qu'il faut quand même regarder un peu plus loin. Et à ce moment-là, vous savez, bien sûr, et toujours, les Américains ont les meilleures universités du monde. Ça, c'est parce qu'ils sont très riches. Et donc, ils peuvent avoir tous les professeurs possibles, tous les grands cerveaux. Et donc, quand je regardais les plus grands... Et moi, je voulais faire la physique parce que celui qui a influencé ma pensée, c'était Einstein. À 14 ans, j'ai lu son ouvrage qui s'appelle « Comment je vois le monde », où il explique vraiment sa vision humaniste du monde, mais non seulement il était grand scientifique, mais il regardait le monde avec beaucoup d'humanité. Parce que ce que je redoutais, c'est qu'un scientifique va dans sa tour d'ivoire et se coupe de la société. Et ça, je voulais pas faire ça, mais Einstein a démontré le contraire. C'est devenu ton héros, finalement. Pardon? C'est ton héros. Oui, voilà. Donc, c'est mon héros scientifique. Je voulais suivre ses pas, donc faire la physique. Et donc à Lausanne, donc je me suis renseigné sur les campus américains qui avaient le plus grand professeur de physique. Bon, bien sûr, la Princeton. Donc, et Einstein avait passé les 15 dernières années de sa vie là. Et donc ça, c'était une possibilité. Et puis il y a deux autres grandes universités scientifiques qui étaient le Caltech en Californie et puis le MIT dans la côte Est. Donc, ce sont vraiment des centres, des mecs de la science moderne, en fait. Et donc, je leur ai écrit et je leur ai dit, bon, je parlais pas du tout anglais, c'est marrant parce que je faisais une école française. Et donc, ils ne connaissaient pas très bien le système français et on envoyait des examens en Suisse pour tester ma connaissance. Oui, ma connaissance. Et donc, voilà, donc, mais finalement, ils m'ont tous accepté. Donc ça c'est bien. Et deuxième, et je leur ai dit aussi que bon, vous savez, les études américaines sont très très chères. Hein, c'est $30 30 000 par an. Donc 4 années. Donc je leur ai expliqué que si vous m'admettez, il faut que vous me donniez une bourse. Parce que sinon, même si vous m'admettiez, ben, on n'aura pas. C'est beaucoup plus que mon père gagne. Donc, c'est impossible de payer quoi. Donc, heureusement, de nouveau, ça c'est bien. Ils m'ont donné tous les 3 universités. Donc, maintenant vient l'endroit du choix. Et vous savez, j'ai choisi Caltech à la Californie pour des raisons finalement assez futiles. J'ai découvert l'hiver, moi qui venais d'un pays tropical, en Suisse, que je n'aimais pas du tout, le froid. Et donc, je me dis, bon, la Californie, vous savez, le mythe californien avec le soleil, avec les belles plages, avec les belles filles, avec les chansons des Beach Boys, enfin, tout ça, vous voyez, c'était dans les années 60, hein, et donc, vraiment, où la Californie, bien sûr, bouillonnait aussi de
de révolution sociale dans les pensées, etc. Donc, je me disais, bon, pourquoi pas profiter de ça en même temps qu'apprendre la science. Donc, je suis allé au Caltech. C'était pas mal. Pardon? C'était pas mal, finalement. Non, parce que ça a été décisif. C'est pourquoi je suis tombé dans la marmite de l'astronomie. Parce qu'en fait, je voulais expliquer que je voulais devenir physicien. Et la physique, dans les années 60, c'était la physique des particules élémentaires. On venait de construire beaucoup d'accélérateurs, donc qui fracassaient la matière en toutes sortes de particules. Il y a des particules qui jaillissaient de ces collisions, vous voyez, et les physiciens essayaient de comprendre l'ordre dans tout ça. C'est ce qu'on appelle la physique des particules élémentaires. Et donc, il y avait sur le campus de Caltech deux très grandes figures de prix Nobel de physique d'ailleurs. L'un c'était Richard Feynman qui était un dieu sur le campus, un très grand pédagogue, un très grand physicien aussi. Puis l'autre, Merle Gell-Mann, qui était l'inventeur du quark, qu'on pense maintenant c'est la particule fondamentale qui est la base composante fondamentale de la matière, le quark. Mais ils étaient tellement impressionnants. Vous savez que moi je me disais que est-ce que j'ai une chance vraiment d'aller dans ce domaine où de tels esprits déjà, est-ce que je pourrais contribuer? Donc d'abord j'hésitais. Et puis les particules élémentaires ne me parlaient pas trop quand même, parce qu'on les voit pas, vous voyez. Ça c'est plein de protons, neutrons, mais on les voit pas, c'est rien du tout. Et donc et puis heureusement que à ce moment-là j'ai pris, bon, là-bas, bien qu'ils me donnaient une bourse, il faut que je travaille beaucoup pour gagner ma vie, pour payer les frais de scolarité, et puis tout ça. Et donc, et là-bas, sur le campus, il y avait beaucoup de professeurs qui avaient besoin d'aide. Donc, j'ai frappé à des gens dont le sujet de recherche m'intéressait. Et donc, il y a, donc, en particulier, un professeur de physique qui faisait de l'astrophysique, parce que, bon, il faut vous dire aussi que dans les années 60, c'était un âge d'or de l'astrophysique aussi, parce il y avait beaucoup de découvertes, des découvertes qui ont révolutionné complètement l'astronomie et notre vision du monde. Par exemple, en 1963, il y avait un professeur à Caltech, un de mes professeurs d'ailleurs, qui a découvert ce qu'on appelle les quasars, qui sont des galaxies qui sont aux confins de l'univers, très très loin, et qui hébergent dans leur cœur un trou noir supermassif d'1 milliard de masses solaires, des choses comme ça, qui mangent des étoiles à tout bas, donc ils rayonnent beaucoup de lumière. Et donc les quasars, 1965, c'est la découverte du rayonnement fossile, qui est donc la chaleur qui reste à l'instant de la création, du Big Bang lui-même. Oui. Et donc 67, c'est la découverte des pulsars, c'est des étoiles à neutrons, qui résultent de l'effondrement d'étoiles entre 1,5 masse solaire, 4 masses solaires, des choses comme ça. Et donc de la matière très condensée, parce que toute une étoile s'effondre dans un rayon 10 km de la taille de Paris, mais qui tourne très vite aussi. Et donc, c'est ce qu'on appelle ça. À chaque fois que l'étoile tourne, il y a un bip un signal qui est envoyé à la Terre. Et donc, voilà, là, ça fait bip, bip, bip. Qui est entré à l'astrophysique. Oui. Voilà. Donc, c'est le pulsar. Et, donc, moi, donc, j'étais quand même influencé par tout ça, parce que je voyais où l'action se faisait, où les découvertes sont faites. C'est toujours en astrophysique, en fait. Bon, il y avait beaucoup de particules élémentaires qui sont découvertes aussi, mais pour moi, ils étaient moins sexy. C'était vraiment et donc, un jour, le professeur pour qui je travaillais dit, tu peux venir avec moi à mon parlement, parce que je savais pas ça, mais Caltech avait le plus grand télescope du monde à ce moment-là. C'est un télescope de 5 mètres de diamètre. Donc le diamètre, c'est aussi grand que ce bâtiment, par exemple. Vous voyez. Et vous voyez, les télescopes, plus le télescope est grand, plus on capte la lumière, plus on voit faible, plus on voit loin.
Et puis, en volant un peu, on remonte le temps, parce que la lumière met du temps pour le parvenir. Donc, ce télescope, le Palomar, regardait, je crois, 7 milliards d'années-lumière en arrière. De 7 milliards d'années en arrière. Donc, la moitié de l'univers. De l'âge de l'univers, voilà. Donc, c'était assez impressionnant. Donc, quand je suis allé à Palomar et quand j'ai vu ce grand télescope se dresser devant moi en tournant la route, c'était vraiment le coup de foudre. Et je me disais, vraiment, ça va être mon métier. Donc, depuis, je suis recueilli de lumière, vous voyez, parce que le métier d'astronome, c'est vraiment toujours aller recueillir la lumière du cosmos et essayer d'interpréter cette lumière. Parce que la plus grande forme de communication entre l'homme et l'univers, c'est par la lumière. La lumière, donc elle voyage à la plus grande vitesse possible, 300 000 km par seconde tic, et puis la lumière a fait 7 fois le tour de la Terre déjà. Et donc, je vous ai dit, elle permet de remonter le temps. Maintenant, avec le plus grand télescope, comme Hubble, que j'utilise souvent, le télescope spatial, qui tourne autour de la Terre, 600 km au-dessus de la Terre, peut regarder jusqu'à 10 milliards d'années-lumière en arrière. Donc, jusqu'à 2 ou 3 milliards d'années. On s'approche de plus en plus de l'ère de la formation des galaxies et des étoiles. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je suis devenu astronome. Mais il faut dire que j'ai jamais regretté cette décision. Et là, parce que maintenant, pardon? Tu as vu quand même. Oui, parce que les petites particules, tu les voyais pas, mais maintenant. Oui. Les télescopes, les galaxies sont extraordinaires. Avec les galaxies, c'est clair. Oui, même après plus de 40 ans d'observation, vous voyez, quand on va à un télescope, on pointe un télescope et qu'une galaxie apparaît sur votre écran de télévision je sens toujours un frémissement. Parce que je sais bien que cette lumière est partie il y a des milliards d'années. Bien plus longtemps que même avant que les atomes de mon corps soient faits dans une étoile. Donc on sent vraiment un immense sentiment cosmique, connexion de la lumière. La lumière vous permet, je l'ai dit, de remonter le temps, donc de reconstruire l'histoire de l'univers. Donc maintenant, c'est une fresque magnifique que les astronomes pas inventé, mais construit à partir d'observations qui s'étendent donc sur 13,8 milliards d'années. On pense que c'est l'âge de l'univers. Et on voit dans un espace de 47 milliards d'années-lumière. Bon, 47 parce que c'est un point un peu technique parce que vous savez, c'est pas exactement 13,8 milliards d'années. Si l'univers était statique, on verrait seulement dans un cercle de 13,8 milliards d'années-lumière. Mais parce que l'univers a une expansion, donc les galaxies s'éloignent tous de nous. L'espace se crée constamment entre les galaxies. Et donc, quelque chose qui a émis la lumière il y a 13,8 milliards d'années est maintenant 47 milliards d'années-lumière. C'est pourquoi l'univers observable, parce que l'univers peut être beaucoup plus grand, mais la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir, donc on les voit pas, les galaxies qui sont beaucoup plus lointaines. Donc, à mesure que l'univers prend de l'âge, on voit de plus en plus de galaxies, parce que la lumière a plus de temps de nous parvenir. Donc, tout ça, et donc, j'ai jamais regretté ma décision, c'est vraiment, et maintenant, j'approche l'âge de la retraite, vous voyez, et j'ai la peine Mais tu veux pas la retraite, à prendre la retraite. Non, il veut pas la retraite. Oui. Parce que, bon, mais il faut quand même laisser la place aux jeunes, c'est ça? Oui, mais tu attends le prochain télescope. Oui, j'attends, oui. Le télescope s'appelle James Webb Space Telescope qui va prendre la relève de Hubble. Hubble, s'il y a, pour l'instant, je croise les doigts, il marche toujours, mais s'il y a un instrument qui tombe en panne, on pourra plus le réparer. Auparavant, il nous a rendu de bons et loyaux services pendant plus de 20 ans maintenant. C'était en 80, donc 25 ans. Oui. 80, donc 29 ans. Oui, même. Mais il a duré tant parce que il était dans une orbite qui était atteignable par navette spatiale. Donc, chaque fois qu'il y avait une panne ou des choses comme ça, les astronautes allaient réparer. D'ailleurs, la première panne était, moi, je pensais catastrophique parce que Hubble voyait myope. Oui, parce que c'était le miroir du télescope était mal façonné et moi je pensais la mission complètement perdue,
Mais la NASA ne s'est pas découragée. Elle a dit bon, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez myope? Vous allez chez votre marchand de lunettes, oui, n'est-ce pas, ophtalmologue, pour acheter une paire de lunettes. Oui. Donc, on va apporter une paire de lunettes à Hubble. Donc, les astronautes ont pris la navette spatiale, ils ont mis un système optique juste au devant, c'est comme une lunette qui fait focus donc des rayons. C'est quand même extraordinaire. Lumière, oui. Et donc maintenant, c'est extraordinaire les données que Hubble nous a transmises. En attendant 2021 pour le prochain télescope. Voilà, c'est James Webb Telescope. Moi, je voulais te ramener un peu plus en arrière. Oui. Parce que, en fait, Antoine est devenu célèbre en France et dans toute la francophonie il y a 30 ans, à peu près. Parce que le 1er décembre 1989, il a assisté à l'émission de Pivot, Apostrophe. Et là, il a présenté son premier livre, La Mélodie secrète. Oui, c'est celle qui nous a présenté, comment ça s'appelle? Maricine a cité quelques... Oui, c'est là où elle a parlé de mélodies, des notes secrètes, etc. Absolument. Ouais, et dans La Mélodie secrète, il y a déjà toute toile. C'est un condensé. Et qui est quand même, c'est extraordinaire. Oui. Et ce qui a impacté Pivot, je pense, c'est la clarté poétique du récit de la vie de l'univers, et en même temps qu'un scientifique jeune, à l'époque, mais il continue d'être jeune. Oui. D'accord qu'il est jeune. Et ajoute une dimension sur la spiritualité de l'univers. Et ça, c'est osé énormément. Déjà à l'époque, c'est le premier, en fait, que je connais, qui a osé cette convergence entre l'évolution de l'univers, la création, et se poser des questions. Pas dogmatiques, au contraire, sur la dimension spirituelle de ses découvertes. Donc, il a osé, et je pense que ceci l'a permis de rentrer dans les cœurs de beaucoup de monde. Et aujourd'hui, bon, c'est son 18e livre, Le Vertige du Cosmos. Donc, en 30 ans, il a beaucoup produit. Qu'est-ce que c'est la mélodie secrète, alors? Oui, c'est comme je vous dis, parce que l'univers est réglé par des lois. Et c'est ça qui est extraordinaire. L'univers n'est pas chaotique. Parce qu'on peut très bien penser que, disons que la Terre, qui est un petit grain de sable dans le vaste océan cosmique, est réglée par des lois complètement différentes des galaxies très lointaines. Et pourtant, c'est pas le cas. Il y a une unité, une harmonie extraordinaire dans le cosmos. Et donc, c'est ça qui nous permet de faire la science. Oui. Moi, je suis toujours étonné que la lumière que je perçois donc de ces galaxies lointaines, qui a mis des milliards d'années pour me parvenir, je peux la comprendre avec la lumière que j'étudie ici dans le labo. Vous voyez, oui, c'est extraordinaire. Et donc, ça veut dire que la structure des atomes, parce qu'en fait, la lumière interagit avec les atomes qui composent la matière. Et il y a, si on prend ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire si on décompose la lumière en ces différentes composantes énergétiques, on peut d'abord étudier la composition chimique des galaxies et des étoiles, ce qui est extraordinaire. Ce qu'on pensait au début, Auguste Comte, c'est un fameux philosophe français, disait que ces astres étant si loin, on n'aura jamais la possibilité, parce que c'est impossible d'y aller par voyage interstellaire. Hein, c'est la plus proche étoile. La plus proche étoile, c'est Proxima du Centaure. Et c'est à déjà 4,3 années-lumière. Donc, même la lumière qui se déplace à la plus grande vitesse possible dans l'univers, mais 4,3 ans pour aller du Soleil jusqu'à la prochaine étoile. Donc, l'espace est très vide. Et donc, avec nos technologies actuelles, on peut au plus voyager à un 10 millième de la vitesse de la lumière. Donc, on mettra 40 000 ans, vous voyez, pour aller même... Si on a assez d'essence, etc., pour aller jusqu'à la prochaine étoile, vous voyez, 40 000 ans, c'est impossible. C'est pourquoi dans les films de science-fiction, on dort toujours dans des
pour ralentir le métabolisme dans des coffrets glacés, vous voyez, pour ralentir le métabolisme. Et puis on se réveille quand on arrive à la destination. Mais bon, c'est la science-fiction. On va attendre. Oui, voilà. On va attendre pour ça. Donc, en fait, la seule chose de communication, c'est la lumière. Ouais. Et donc j'appelle ça des notes de musique parce que c'est ordonné. C'est comme une cantate de Bach. Vous voyez, c'est tout ordonné. Ça suit des lois très précises et grâce à ces lois, je peux étudier l'univers. Oui, parce que finalement, tu expliques qu'il y a une quinzaine de principes qui organisent l'univers. Il y a une quinzaine de principes. Ah oui. Ce que j'appelle de nombres, de constantes physiques. Oui. Pas de principes, mais de constantes physiques. Ce sont des nombres. Hein. Oui. Donc, par exemple, des exemples de constantes physiques, c'est par exemple la constante de gravité, qui est un nombre très petit. C'est pourquoi la gravité, en fait, à notre échelle, est très petite. Vous voyez, moi je me sens pas attiré par vous par une force attractive. Peut-être les forces, c'est d'autres ordres, mais pas de l'ordre de la gravité, parce que la constante de gravité est très faible. Donc, et puis la constante de Planck qui détermine la taille des atomes est très petite aussi, parce que la taille des atomes est très très petite. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Alors, on sait très exactement sa vitesse, mais on ne sait pas pourquoi elle a la valeur qu'elle a. Mais pourquoi pas 3 mètres par seconde, par exemple. Donc, ce sont des constantes physiques qui déterminent toutes les propriétés de l'univers. Donc, une quinzaine, la masse des électrons, la masse des protons, enfin, qu'est-ce qui s'est passé si ces constantes changeaient? Oui, donc il y a les constantes physiques et puis les conditions initiales, ce qu'on appelle c'est les propriétés dont les faits ont doté l'univers à sa naissance, en quelque sorte. Donc, par exemple, la quantité totale de masse noire, parce qu'il y a beaucoup de masse qui n'émet aucune lumière, en fait, dans l'univers, le taux d'expansion initial de l'univers. Enfin, tout ça, ça détermine les propriétés de l'univers maintenant. Et on s'est aperçu, et ça c'est extraordinaire, que si on variait un tant soit peu une de ces constantes physiques, par exemple, la densité initiale de l'univers, je pense que on a fait le calcul jusqu'à si vous changez dans la densité de l'univers, donc la masse divisée par le volume, hein, c'est la masse par volume qui est la densité égale la masse divisée par le volume. Et donc si vous changez seulement la 60e décimale de la densité initiale, vous voyez l'univers, le destin de l'univers bascule. Et par là, je veux dire qu'elle fabrique pas des étoiles. Et sans étoiles, nous ne serons pas ici pour en parler, oui. Parce que la vie et la conscience doivent avoir besoin d'éléments lourds, compliqués. Parce que il faut que je vous explique. Les éléments chimiques, vous connaissez tous, hein, nous avons tous étudié la table de Mendeleïev sur les bancs de l'école. Donc il y a donc des dizaines d'éléments chimiques. Mais dans le Big Bang, pendant les 3 premières minutes, donc vous savez, le Big Bang c'est quoi? On pense que l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense, puis il y a une grande déflagration qui a donc fait exploser l'espace. Et donc depuis, l'univers se dilue toujours, et c'est pourquoi toutes les galaxies s'éloignent de nous, vous voyez. Et ça c'est en fait c'est la preuve que l'univers est en expansion. En fait, c'est découvert par Hubble, l'astronome américain Edwin Hubble, dont le télescope spatial est nommé après d'ailleurs. Et donc voilà, donc le Big Bang mais dans le Big Bang pendant les 3 premières minutes, donc c'était un vide, mais un vide rempli d'énergie. Donc l'énergie se transforme en particules élémentaires. Particules élémentaires sont des protons, des neutrons, des neutrinos, enfin, vous savez, des particules élémentaires qui composent en fait tout l'univers. Et pendant les 3 premières minutes, l'univers ne pouvait faire que l'hydrogène et l'hélium. En fait, environ les 3/4 de la masse de l'univers était composée d'hydrogène, et puis le quart restant d'hélium. Alors pourquoi pas pour fabriquer des éléments, bien sûr, il faut agglomérer de plus en plus de matière, c'est-à-dire de protons, de neutrons,
qui sont les composants des noyaux d'atomes. Voilà. Donc, par exemple, pour aller jusqu'au fer, par exemple, il faut 26 protons et 30 neutrons. Mais l'univers était tout le temps en expansion, en dilution. Donc, les particules s'éloignaient les unes des autres. Et donc, après l'hydrogène et l'hélium, ils pouvaient plus réagir ensemble. Et donc, si l'univers s'était contenté d'en rester là, nous ne sommes pas ici pour en parler. Parce que l'hydrogène est un élément très simple, juste un proton et un électron autour. Donc, l'élément le plus simple, le plus léger aussi, parce qu'il y a composé seulement d'un proton. Et la masse d'électron est très faible, c'est 1/2 de la masse du proton, donc c'est surtout la masse du proton qui compte. Et puis l'hélium, c'est 2 protons, 2 neutrons, donc 4 fois plus lourd que l'hydrogène, qui est composé seulement d'un proton. Et donc, mais après, pour former le carbone, l'azote, l'oxygène que nous respirons, le carbone dont nous sommes faits, tout ça, l'univers s'est tellement dilué qu'on pouvait plus faire ça. Il y avait plus de fusion nucléaire. Et donc, l'univers se devait en quelque sorte d'inventer quelque chose qui continuera à fusionner, à faire des éléments plus lourds pour que la chimie complexe de l'ADN, par exemple, peut se faire et avec la conscience. Et donc, il invente des étoiles. Les étoiles, en fait, sont des boules de gaz, vous voyez, dont la température centrale est très, très, très grande. La température du Soleil, par exemple, centrale du Soleil, c'est 15 millions de degrés. Il faut de telles températures pour fusionner la matière pour donner l'énergie. Donc, c'est les étoiles qui produisent tous les éléments. Les éléments et jusqu'au fer à l'intérieur des étoiles et puis dans leur mort explosive, ce qu'on appelle des supernovas pour les éléments plus lourds que le fer. Mais ce sont les étoiles. Oui. Donc, en fait, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Les étoiles sont nos ancêtres. Nous partageons tous la même généalogie cosmique avec tous les autres êtres vivants. Nous sommes les frères des bêtes sauvages, les cousins de coquelicots des champs. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... donc je pense que c'est pourquoi nous sentons cette connexion cosmique. Je pense que tout être, même s'il ne sait pas qu'il est l'effet de poussière d'étoiles, je pense que sent intuitivement quelque part qu'on est connecté au cosmos. On se sent bien devant la nature parce qu'on est fait les mêmes éléments exactement. Oui. Finalement, tout est assez bien réglé. Oui, c'est extrêmement bien réglé. Je vous ai dit que si vous changez la 60e décimale de densité, par exemple, il y aura plus d'étoiles qui se forment. Et pas d'étoiles, pas d'éléments lourds. Donc, on peut pas continuer. Donc, il y aura pas nous, et donc, et pour moi, un univers qui est vide et stérile, donc dépourvu de toute vie, conscience, n'a pas de sens. Alors, pourquoi créer toute cette harmonie, cette beauté, cette unité, sans que personne ne soit capable de la comprendre et d'apprécier cette beauté et harmonie? Oui, tu parles du principe, anthropique. Oui, c'est avec ça. Oui. Pas qui est à mesure du désordre. Ça, c'est dans la thermodynamique, mais ça, c'est anthropique comme dans anthropologie. Tout ça, oui, c'est ça, oui. Donc, homme. Je trouve ça... Explique-le un peu, parce que le principe anthropique, je ne sais pas si... Oui. Il y a beaucoup de... En fait, c'est ce qu'on vient de dire, les constantes semblent être réglées de façon extraordinairement précise dès le début. Parce que ces constantes physiques sont imposées sur l'univers dès le début. Les conditions initiales, je vous l'ai dit, c'est les propriétés que l'univers, que les faits ont donné à l'univers. Ce que tu veux dire, c'est que tout ça semble aller vers un sens qui est la conscience. Oui. Alors, il faut que je précise que je résume. Que E.T. fera l'affaire. Il faut pas penser. Moi, il faut pas penser que l'univers tend vers l'homme, parce que vous savez, Copernic. Pour ça, je dis conscience exprès. Oui. Copernic a déjà délogé notre place centrale pendant 2500 ans. Les Grecs, depuis Aristote, pensaient que l'homme était au centre du monde. Vous savez, ce qu'on appelle l'univers géocentrique, que tout tournait autour de la Terre. Ce qui est une erreur qui paraît compréhensible, parce que
quand vous voyez le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, vous pensez naturellement que c'est nous qui sommes immobiles au centre et que tout tourne autour de nous. Et bon, c'est ce que Aristote, hein, des esprits très 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 brillants comme Aristote ou Platon pensaient aussi. Mais et ça, cette erreur a duré 2500 ans. Eh oui, ça a traversé le Moyen Âge, tout ça. Au Moyen Âge, on pensait que donc on savait pas pourquoi, par exemple, les planètes ne tombaient pas vers la Terre. Bien sûr. Vers la Terre, le Soleil. Donc, on les incrustait sur les sphères cristallines parce que elles devaient être transparentes parce qu'on les voyait dans le ciel, vous voyez. Et donc, elles bougeaient, tournaient autour parce que elles étaient soutenues à l'intérieur les sphères bougeaient. Et qu'est-ce qui poussait les sphères? Ce sont des anges. Donc, des anges sous la commande de Dieu qui poussaient les gens comme ça. Et c'est comme ça que les planètes se déplaçaient. Et les gens du Moyen-Âge croyaient dur comme faire que c'était le modèle correct de l'univers. Mais vous voyez, donc, la science a bien progressé depuis. Donc maintenant, bien sûr, en 1543, Copernic place le Soleil au centre du système solaire. Et puis Kepler, par les observations de Tycho Brahe, on cite les noms des grands astronomes qui ont vraiment fondé l'astronomie moderne. Et donc Kepler déduit les lois planétaires et donc il montre par exemple que le Soleil n'est pas en fait au centre, mais à un des foyers de l'ellipse. Oui. Et les orbites ne sont pas circulaires comme Aristote le pensait, parce qu'Aristote pensait que bien sûr c'est le ciel étant parfait, hein, les sphères célestes sont dans le ciel et la Terre est le monde l'imparfait. Hein, Aristote pensait que les lois physiques étaient différentes pour la Terre et le ciel. Oui. Et donc le ciel étant parfait, tout devait être parfait. Donc la forme parfaite, c'est le cercle, et le mouvement parfait, c'est le mouvement uniforme. Et on pensait que les planètes, donc, bougeaient sur des orbites circulaires d'un mouvement uniforme. Bien sûr, Kepler montre que c'est faux. Ce sont des orbites elliptiques et un mouvement pas uniforme, en fait. Parce que les planètes accélèrent quand elles arrivent près du Soleil et décélèrent quand elles s'éloignent du Soleil. Oui, mais finalement, Vertige du cosmos, ces livres ont l'air très imposants, mais il se lit très bien. Très vite. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Mais là, il démontre, bon, c'était pas parfait, c'est vrai, mais ce qu'il démontre c'est que c'est harmonieux. Ouais. L'univers n'est pas parfait, mais il est harmonieux. Bien sûr. Il y a des lois. Il y a des lois physiques, donc, c'est ce qu'on dit. Oui, donc, ça, c'est très important. Oui. C'est pas chaotique, ça, c'est certain. Oui. Je pense que le mot-clé avec toi, c'est toujours beauté, harmonie, ce qui est capital. Et pourquoi tu écris ces livres finalement, Vertige du cosmos? Bon, parce que je voulais montrer que cette passion est montée. Donc, je suis remonté ici jusqu'à l'ère mythique des gens qui avaient comme des gens de Stonehenge, les Égyptiens pour les pyramides, enfin les gens de Karnak en Bretagne ici. Les Amérindiens, les Mayas en Amérique du Sud, en Mésoamérique. Toutes ces personnes ont regardé le ciel. Hein. Il y a une fascination du ciel, le vertige du cosmos, qui est, je pense, inné à la nature humaine. Parce je pense qu'on sent intuitivement quelque part qu'on est connecté au cosmos, hein, que la science a précisé en démontrant que ce sont les étoiles qui ont fait tous les atomes qui sont dans nos corps. Donc, oui, parce que là, avec ce livre-là, tu fais un pas incroyable, parce qu'il fait l'archéoastronomie. Oui. Donc, il s'intéresse à l'archéologie. Après la philo, on arrive à la spiritualité. C'est un trajet vertigineux, pas simplement cosmique. Parce que il devient interdisciplinaire, Toine, avec ce livre. Oui, mais je pense que c'est conseille, ça. Parce que l'univers est interdépendant, de toute façon. Les séparations qu'on fait, c'est toujours dans l'esprit humain qui les invente. Eh oui. La nature n'est pas comme ça. Elle est interdépendante. Tout est connecté.
Et là, avec l'interdépendance, tu as des liens avec le bouddhisme. Tout à fait. Ben, le bouddhisme dit ça aussi. Explique. Et je me sens très en phase avec la pensée bouddhiste et la pensée scientifique. C'est ce qu'on a essayé de à cause de l'interdépendance et l'indétermination. L'impermanence aussi, oui. Et on a essayé de discuter tout ça en profondeur avec Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, que vous avez fait un super livre. Oui, c'est ça, oui. Il y a donc, dans le livre, tu expliques cette envie irrépressible des êtres humains pour lever les yeux vers le ciel, sacralisation, tu cites Mircea Eliade. Sacralisation du ciel. Et qu'ils veulent sacraliser la Terre en ramenant les mouvements du ciel sur Terre, en quelque sorte. Parce que ils sont toujours orientés, par ça. Stonehenge, par exemple. Si vous allez au centre de Stonehenge, au solstice d'été, qui est le 21 juin, donc le jour le plus long de l'année, là où le soleil va le plus haut dans le ciel. Donc, si vous êtes à Stonehenge au solstice d'été et que vous regardez le soleil se coucher, il est exactement la direction de Stonehenge vers une pierre dans l'allée centrale qui s'appelle la pierre de Talon. Donc, il y a des marqueurs comme ça qui montrent que les anciens savaient bien l'astronomie. Ils regardaient. Bon, je ne sais pas s'ils connaissaient vraiment. Bon, ils connaissaient pas le modèle de l'univers géocentrique, tout ça que les Grecs vont seulement proposer seulement au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ils connaissaient bien les cycles du ciel. C'était non seulement d'ordre spirituel, religieux, mais aussi d'ordre pratique, parce que ça leur donnait la position du ciel, la forme des constellations, etc. Leur donnait le moment de l'année, là où il faut où il y a une crue, comme par exemple en Égypte, qui va apporter les sédiments pour planter, donc le temps des sommeils, le temps des récoltes, tout ça, c'est dans le ciel qu'ils le voient en fait. Et donc c'est un calendrier cosmique. Et donc il y a une application bien pratique de l'observation du ciel, mais une application aussi, moi je pense profondément spirituelle. Oui, tout à parce fait. Parce qu'ils pensent que tout est l'action de Dieu, donc le ciel est sacré, et ils voulaient sacraliser la terre en dupliquant. Ça va créer une géographie sacrée. Voilà, géographie sacrée. Voilà. Dans laquelle le ciel est sur la terre, ils deviennent habitables. C'est ça. Parce que le chaos est repoussé grâce au fait que les étoiles, le soleil, puissent avoir des voix qui s'expriment sur terre. C'est une raison des temples, etc. Ça, c'est très bien expliqué. Bon, je conseille. Mais pas Merci pour la pub. Mais il faut. Mais entre amis, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais c'est important parce qu'après, il parle de la désacralisation de l'espace et du temps, avec même un horloge, la mécanique de Newton, un univers qui est totalement déterministe, précis, etc. Ouais, c'est ça, Et à un moment donné, tu cites Nicolas Décluse dans La Docte Ignorance, qui dit « La fabrique de l'univers a son centre partout et sa circonférence nulle part ». Et avec ça, c'est anticipé Einstein, quelque part. Tout à fait. Il n'y a pas de centre privilégié, de position privilégiée, et donc... Parce que ça décourage tout le monde. Les gens demandent parfois où est le centre de l'univers. Il n'y a pas de centre. Alors on fait comment? Oui. Et dans le Big Bang, il n'y a pas de centre. Il ne faut pas penser qu'il y a un centre dans l'univers du Big Bang. Parce que si nous, de notre Voie lactée, on voit toutes les galaxies s'éloigner de nous, si vous allez dans une autre galaxie, par exemple Andromède, qui est à 2 millions d'années-lumière, d'Andromède, vous verrez toutes les galaxies s'éloigner de nous. Donc, tout l'espace se dilue à partir de chaque centre. Tout est centre, donc rien n'est centre. C'est un peu comme nous. Chacun pense le centre du monde. Non, mais c'est pour situer, pour que vous compreniez plus facilement. Et non, mais c'est important. Oui, donc c'est une grande intuition. Absolument. Déjà, par Nicolas Décluse est exceptionnel. Oui. Et finalement, j'étais intéressé parce que quand tu expliques la théorie de la relativité, tu dis qu'elle est mal expliquée au public et que ça a engendré la notion de relativisme où tout se vaut, mais finalement la théorie de la relativité, tu dis, ne dit pas que tout est relatif. Non. Alors, en fait, il y a des lois très précises. Oui. Et en fait,
Einstein, en fait, était vraiment très déterministe, en fait. Il n'aimait pas du tout, par exemple, l'interprétation de la mécanique quantique, parce que maintenant, on pense que, vous voyez, une particule de matière a deux aspects, aspect onde ou aspect particule. Oui. Et tant qu'on n'a pas activé l'appareil de mesure, on peut pas dire s'il y a une onde ou Oui, particule. donc si particule. Donc en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une probabilité donnée par la forme de l'onde où l'électron sera tel et tel là. Et Einstein a toujours pensé que lui, il voulait que chaque particule a une position, une vitesse très précise. Et ce que la mécanique quantique a détruit en fait. Donc il disait toujours Dieu ne joue pas au dé. Donc il joue pas au dé pour déterminer la position d'un électron, d'un proton, des choses comme ça. Donc il était assez classique en quelque sorte. Oui, parce que lui s'occupait de l'infiniment grand voilà. et la physique quantique de l'infiniment petit. Petit, mais il était quand même l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Hein. Il a un de ses articles, vous savez, il a écrit 4 articles fondamentaux en 1905 quand il avait 25 ans, qui ont révolutionné complètement la physique. Chacun vaut un prix Nobel. Il a reçu un Nobel pour un de ses articles, mais pas la relativité, parce que jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas encore fait l'expérience qui démontrait la validité de la relativité. C'est seulement une éclipse, parce que la relativité, c'est 1915, c'était en pleine guerre, et donc on pouvait pas monter des expériences d'éclipse pour essayer d'étudier la déviation de la lumière que sa relativité générale prédisait. Donc voilà, donc une personne très classique, et la relativité, il n'aimait pas du tout que on pensait que tout est relatif, qu'il y a un relativisme, que rien n'est absolu. En fait, dans la relativité, en fait, il y a une constante qui est toujours la constante de oui, il y a des invariantes qui est la vitesse de la lumière. Oui. En fait, chaque observateur doit toujours voir, même si vous vous déplacez, vous voyez, voir toujours la vitesse venir à vous avec la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est la base, en fait, c'est le postulat. Ouais. Donc il y a des constantes physiques, et donc voilà. Oui. On arrive petit à petit vers la fin, c'est toujours difficile. Hein? Oui, oui. Et à la fin du livre, tu dis que les champs d'action de la science et la spiritualité sont complémentaires. Que la science nous permet de comprendre le monde des phénomènes et agir sur le monde, mais qu'elle est incapable de nous conférer les qualités humaines nécessaires pour guider notre utilisation du monde. Oui, tout à fait. Et donc, la spiritualité n'est pas un luxe. Non, c'est une nécessité, oui. Et tu dis, la science peut fonctionner sans la spiritualité peut exister sans la science, mais l'homme, pour ne pas perdre son humanité, a besoin des deux. Donc, un peu ce que tu décris dans ces vertiges du cosmos est une quête dans l'infini tout le temps. Tu es tout le temps fasciné par cette lumière de l'infini la conscience de l'infini. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, peut-être nos amis ne le savent pas, mais la conscience de l'infini est récente dans l'histoire de la philosophie. C'est au XVIIe siècle. C'est très récent qu'on commence à prendre conscience de l'infini. C'est Pascal, c'est ça? C'est qui sont les avec philosophes? Descartes, ouais. Pascal ouais. Et Leibniz. Oui, Leibniz, bien sûr. Ouais. Et après Spinoza qui reprend. Nous sommes dans un moment clé. Et je pense que pour l'instant, on n'a pas fini de prendre conscience de l'infini. Tu vois, comment on expliquerait cette idée de l'infini? Si tu peux. Tu sais, on ne sait toujours pas si l'univers est fini ou infini, en fait, jusqu'ici. Oui. C'est toi l'astrophysicien. Oui, c'est un grand problème de l'astrophysique. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'on appelle la topologie, qui est la forme globale de l'univers.
Donc, on sait que la courbure de l'univers est plate. Hein, donc, ça, c'est déterminé par le contenu en masse et énergie de l'univers. Et on sait que il y a juste assez de matière noire et d'énergie sombre. Enfin, ce sont deux choses qui sont... Bon, je vous dis un peu le contenu de l'univers, peut-être. Oui, c'est oui. Donc Vous êtes d'accord? Ouais. Bon, allons-y alors. Oui, oui. Et donc vous savez, tout ce que nous voyons avec nos yeux, c'est ce qu'on appelle la matière lumineuse. Et ça, je vous ai dit, dans l'univers observable de 47 milliards d'années-lumière, il y a quelques 300 milliards de galaxies. Et chaque galaxie comptant quelques centaines de milliards, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a quelques centaines de milliards de galaxies, chacune contenant quelques centaines de milliards de soleils. Des soleils d'étoiles. D'étoiles, c'est ça. Et donc, mais si vous rassemblez, ça semble beaucoup, hein, c'est 10 puissance 11 multiplié par 10 puissance 22, 10, 1 suivi par 22 0. Et donc, ça c'est le nombre d'étoiles. Et ça semble beaucoup, mais c'est seulement 1,5% du contenu de l'univers, 0,5%. Toute la matière lumineuse. Donc, c'est rien, en fait. Donc ce qu'on voit, pour qu'on comprenne bien, c'est 0,5% voilà, de l'univers. C'est ça. C'est ce qu'on voit avec nos télescopes. Alors, les autres, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la matière noire. C'est-à-dire, cette matière n'émet pas de lumière, mais lumière visible en tout cas, mais elle exerce la gravité. Parce qu'elle a une masse, donc elle exerce la gravité. Et on sait qu'on a besoin parce que, vous savez, les étoiles tournent dans la Voie lactée. Et s'il n'y a pas assez de masse pour retenir les étoiles dans la Voie lactée ou dans les autres galaxies, la galaxie se désagrégerait. Parce qu'il y a une force, ce qu'on appelle une force centrifuge. Quand vous tournez comme ça, une force centrifuge qui vous amène vers l'extérieur. Et donc, il faut de la masse noire or, on voit toujours les galaxies et les amas de galaxies. Donc, ça veut dire que, il y a quelque chose qui retient les étoiles ensemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle la masse noire. Donc, de cette masse noire, on sait, par d'autres arguments encore, que 4,5% de cette masse noire est fait de protons et de neutrons comme la matière ordinaire. La matière ordinaire, vous savez, c'est le proton et le neutron. Hein. Si vous regardez dans votre corps, dans cette chaise, dans ce mur, tout ça, ce sont tous des protons et des électrons et des neutrons. Et donc ça fait 5% de... Ça fait 4,5% de matière normale noire. Plus 0,5%, ça fait 5%. Donc, il reste 25% de matière noire exotique. Exotique, ça veut dire que c'est pas des protons et des neutrons, c'est pas la matière normale, mais on ne sait aucunement la nature de cette matière. Moi, j'avais beaucoup espéré que l'AC, c'est l'accélérateur qui est à la frontière franco-suisse, qui est le plus grand, qui peut atteindre la plus grande énergie maintenant, et qui dit grande énergie dit grande masse, parce que bon, E égale MC2, Einstein de nouveau, vous voyez, l'énergie et la masse multipliée par le carré et la vitesse de la lumière. Et donc, moi, j'avais espéré que qui dit grande énergie, on pourra peut-être voir de grandes masses, donc de nouvelles particules qui sont créées dès la première fraction du seconde après le Big Bang. Et il y a rien. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Donc, c'est un peu une déception. Ils ont trouvé le boson de Higgs qui était très important. Qui était théorisé, oui. Parce que c'était, ça démontre la cohérence de ce qu'on appelle la théorie standard de la physique des particules élémentaires. Mais, et donc c'était important de le trouver, et ils ont trouvé ça. Donc ça, c'est bien. Mais pas de particules massives qui peuvent constituer la masse noire des galaxies de l'univers. Donc finalement, pour l'instant, on connaît rien de 25% de la masse noire. Alors ça, on additionne le tout, c'est 30%, hein. Oui.
25%. Qu'est-ce qu'on fait avec les 70%? Alors, de l'autre, de 70%, moi, je pensais que l'univers, justement, donc, était ce qu'on appelle ouvert, on n'avait pas assez de matière. C'était à la fin du siècle dernier, vous voyez. Je pensais que, bon, l'univers va avoir une expansion éternelle, qu'il n'y aurait pas assez de matière pour le stopper, et puis d'avoir un Big Bang à l'envers, ce qu'on appelle un Big Crunch. Tout va se rassembler, oui. Non, mais patatras, donc en 98, 2 équipes d'astronomes essaient de mesurer la décélération de l'univers. Parce que bon, la gravité étant une force attractive, elle doit, s'il y a assez de matière, elle doit desserrer l'expansion. Donc c'est comme si vous appuyez sur le frein dans votre voiture, vous voyez, elle va de plus en plus lentement jusqu'à la vitesse 0 où vous arrêtez devant le feu rouge. Donc, il trouve le contraire. Ça s'arrête pas. Non, il trouve, au lieu de décélérer, on a une accélération. C'est comme si, au lieu d'appuyer sur votre train, vous appuyez sur la pédale à gaz. Votre voiture va de plus en plus vite. Et c'est ce que l'univers semble avoir fait après, il a décéléré, pendant les 7 premiers milliards d'années. Et puis, à partir du 8e milliard d'années, il a accéléré. Donc maintenant, il est en pleine accélération. Donc il se dilue de plus en plus vite. Et donc, il y a quelque chose qui repousse, parce que la gravité attire, elle doit décélérer. Donc c'est une force anti-gravité, donc on connaît aucunement la nature. Donc on connaît rien de 70% plus 25%, c'est-à-dire 95%. C'est super. De l'univers, on connaît rien du tout. Nous voilà rassurés. Oui, voilà. Malgré toute notre connaissance, l'univers réserve encore bien de mystères. Oui, mais je pense qu'il faut que tout le monde se rende compte du peu qu'on connaît et qu'on est, en fait, un peu comme Socrate, on ignore presque tout. Ouais. Et il faut qu'on soit très humble par rapport aux affirmations de ce qu'on sait, de ce qu'on sait pas. Et je trouve ça, à la fin, positif. Hein. Bon. Ouais. Là, le temps s'arrête un tout petit peu pour nous. Très bien. Mais je voulais, finalement, tu es un peu comme Pascal, hein, qui avait dit, si vous n'avez pas été bouleversé par l'infini, ce que vous n'avez rien compris. Donc, je pense que ce qui nous reste, c'est continuer à être émerveillé par l'infini. Et ça va nous donner probablement des perceptions à comprendre avec ton aide, évidemment. Je te remercie beaucoup, Toine. Ah, merci d'être venu. C'est bien. On a fait un petit marathon rapide et dans les 0,5% qu'on connaît, quoi. Et on a une dizaine de minutes avant la signature des livres pour poser des questions et vous levez la main si vous avez encore et un micro. Voilà. Si tu peux regarder le micro. Voilà. Bonjour. Oui, faites comme vous pouvez. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je pense pas qu'on m'entend. Oui, là, c'est bon. Okay. Donc, j'ai plusieurs questions, mais je vais en choisir une. Une pour que d'autres puissent poser la leur. Bien sûr. Alors, vous avez parlé de la matière noire. Est-ce qu'il y a un lien avec la disparition de l'antimatière qu'il y avait dans l'univers? Non. Ça c'est un problème encore différent, mais très intéressant, parce qu'au début, vous avez tout à fait raison, il y avait des quantités égales entre la matière et l'antimatière. Mais si ça a été persisté pendant tout l'univers, vous savez, nous ne serons pas ici pour en parler, parce que s'il y avait exactement la même quantité de matière et d'antimatière, il se annihilerait, et puis donc tout deviendra lumière. Donc il y aura un univers baigné par la lumière, mais il n'y a aucune matière. Donc on sait qu'il y a eu une partialité pour la matière. Donc on sait que il y a une asymétrie, mais très petit, hein, c'est-à-dire pour un milliard de quarks plus 1, il y a 1 milliard d'antiquarks. Donc il y a 1 milliard de quarks plus antiquarks qui va s'annihiler pour devenir 1 milliard de photons,
mais il y aura une particule de matière qui est un quark qui reste. Et donc, le rapport, ce milliard, on l'observe dans l'univers, hein, le rapport entre les particules de matière et les particules de lumière dans l'univers, c'est justement ce milliard. Et ça vient donc des premières fractions de seconde du Big Bang. Il y a une loi physique qu'on comprend pas très bien, donc encore un nouveau mystère, vous voyez, un mystère qui reste pour les jeunes qui sont dans cette chambre qui veulent devenir astrophysiciens. Il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Ouais. Bon, mais c'est bien. Ouais. Là, vous avez un micro. Oui. Et après, vous. Donc, Merci, bonsoir Jean-Luc Bourg. Je suis retraité. Et je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous connaissez la théorie de l'univers Janus de Jean-Pierre Petit? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas trop suivi, vous savez, je pense que j'ai pas trop suivi. Je pense que c'est une théorie qui n'est pas généralement acceptée par la communauté astronomique. Je pense qu'il dit qu'il y a des asymétries de quasars, justement, je pense, dans les solutions spatiales de quasars. Je sais pas très bien, mais ça n'a, vous savez, en général, les résultats scientifiques sont publiés dans des comités, des revues à comité lecture. Et je pense que ça n'a jamais passé, donc on n'y a pas de publication. Ça a été publié, je sais pas, dans des revues. Ça a été publié en 2000. Dans quelle revue? En 2014, dans la revue Astronomy and Astrophysics. Oui, bon, ça je sais pas, mais je pense que c'est pas généralement accepté, donc on n'en parle pas, je pense. Ouais. on va attendre. Ouais. Non, messieurs. Bonjour. Oui. Moi, j'ai lu votre livre L'harmonie ou le chaos, Oui. qui m'a vraiment énormément impressionné et du coup, je vous remercie de tout ce que ça a pu m'émerveiller. Je voulais vous demander, vous avez dit que la courbure de l'espace était droite, on le sait maintenant, c'est ça? Là quoi? La courbure de l'espace, vous La avez courbure. dit. Nul. Nul, Donc voilà, elle c'est est ça. plate. Elle est plate. C'est nul. Oui. Est-ce que ça veut dire que Oui. si je vais tout droit dans une direction, je repasserai jamais par là où je suis? Non. Ouais. D'accord. Oui. Vous allez vers l'infini. D'accord. Ouais. C'est bien. Ouais. Attendez, donnez le micro et après on va le redonner. Oui. Vous retournez sur votre chemin seulement si l'univers est courbure positive. Vous voyez, c'est comme ça du sphère. Donc vous retournez comme ça. Ouais. Donc on va pas se croiser. Ça marche? Oui, oui, oui. Est-ce que la conscience est une propriété émergente de la matière? Parler. Moi, j'ai parlé, bon, on ne sait pas, scientifique, ça peut être bien sûr, sujet d'investigation des neurologues, etc. Je pense que la réponse, on ne connaît pas la réponse. Je pense que la plupart des neurologues dont vous parlez, sont en général matérialistes. C'est-à-dire, elle émerge de la matière. L'esprit n'est pas indépendant, elle émerge de la matière. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'évidence encore pour ça. Donc, ils essaient, vous savez, de connecter, par exemple, des ordinateurs ensemble pour voir s'ils peuvent penser, créer, ressentir des émotions, enfin, tout ça. Il y a eu un grand colloque il y a un mois avec un grand chercheur américain, Davidson. Et je pense qu'il faut lire ses travaux. Parce que dans ces travaux, on est en train de comprendre qu'il y a une conscience au-delà du cerveau. Mais je vais pas rentrer dans le détail. Il y a des expériences aussi des messieurs Charbonnier en France. Mais je vous donne des pistes. Hein, parce que beaucoup des paradigmes sont en train de se déséquilibrer un tout petit peu. Et c'est important de votre question. Mais bon, il y a des travaux très intéressants maintenant. Et nous allons publier d'ici un mois un numéro spécial sur la question. Sur les neurosciences et les nouvelles découvertes, les dernières 20 ans, qui sont en train de bouleverser beaucoup de champs de notre investigation. Soyez patients, un mois de plus, c'est bon. Et c'est la revue Acropolis. Chaque année, nous sortons un hors-série sur un sujet important. Et cette année, c'est sur ce sujet-là. Sur la conscience et les dernières recherches là-dessus. Donc, puisque vous en parlez, je vous le dis. Laissez vos coordonnées, on va vous prévenir par mail. Et je ne sais pas s'il y avait un micro quelque part. Oui. Alors, d'abord un grand merci
Très grand merci. Vous levez les doigts. Voilà. Levez la main parce qu'on vous voit pas. Ah oui, Comment? oui, d'accord. Très bien. Oui. D'accord. Alors, tout simplement, quand on n'est pas astronome, on est obligé de se débrouiller avec des idées simples. Alors, et les idées simples qui me viennent sont en contradiction. Quand je parle d'infini ou des infinis, j'ai une situation où je ne peux pas avoir d'image, parce que un infini sans qu'il y ait de limite me pose question. La deuxième contradiction, qui est que lorsqu'on fait une suite de nombres positifs ou négatifs, là on a une abstraction de l'infini, parce qu'on peut toujours ajouter une fraction ou un nombre derrière. Alors cette impossibilité, cette collusion entre ce qui est impossible et ce qui est d'une manière abstraite formulable me pose la question suivante: est-ce que nous sommes devant du connaissable et de l'inconnaissable? Bon, il y a des limites à la connaissance, ça c'est certain. Je ne sais pas si ça a à faire avec l'infini exactement, mais vous savez, il faut pas associer l'infini avec des limites, même si vous avez un univers qui est fini, comme celui d'une sphère, la surface d'une sphère par exemple. Il n'y a pas de limite parce que vous pouvez faire autant de tours autour de cette sphère. Donc le fini et les limites ne vont pas nécessairement ensemble. Mais bien sûr, il y a des limites à la connaissance. Gödel, le théorème de Gödel, vous connaissez le mathématicien, a découvert, a démontré qu'il y a des systèmes arithmétiques où on peut jamais démontrer exactement si quelque chose est vrai ou faux. Parce que c'est inconnaissable. Et donc, il a démontré les limites de la connaissance, pour l'arithmétique, pour certains systèmes arithmétiques. Donc, vous voyez, ce sont des questions très profondes, en fait, hein, les limites de la connaissance, les limites de l'infini, tout ça. Oui. Il y a des pratiques de méditation pour voir le vide. Et peut-être ça peut vous aider pour la compréhension de l'infini. Mais on peut en discuter. Mais c'est intéressant. C'est intéressant l'approche de certaines traditions et par rapport à la notion de vide. Parce que nous voulons remplir et peut-être en se vidant, on peut comprendre mieux les choses. Mais il y a des gens qui nous regardent par des caméras, Oui. qui sont dans des écrans, dans d'autres salles ici. D'accord. Je dois leur donner un peu la parole. Bien sûr. Je suis désolé pour vous. Mais est-ce que le vide stellaire, c'est aussi de la matière, il pose comme question. Le vide Le vide. interstellaire. Qu'est-ce que Le vous vide, dites, oui. le vide? Le vide stellaire ou interstellaire? Je pense interstellaire. Oui. Non, le vide interstellaire n'est pas tout à fait vide. C'est très vide par rapport au plus grand vide qu'on peut faire sur Terre, que l'homme peut faire sur Terre. Mais il y a quand même des atomes d'hydrogène qui se baladent dans, peut-être 10 atomes d'hydrogène par centimètre cube, ce qui n'est rien du tout. Donc c'est très vide en fait. Mais ce sont ces atomes d'hydrogène et d'éléments lourds qui sont expédiés par les supernovas quand les étoiles massives explosent. Et donc cette matière se rassemble par la gravité dans ce qu'on appelle des nuages interstellaires qui vont s'effondrer sous leur poids, sous leur gravité, pour devenir de nouvelles étoiles. Parce que les galaxies, c'est comme des écosystèmes, hein, ça se recycle. Oui. C'est une super écologie. Hein. Oui, tout à fait. Donc, une dernière question, parce qu'après, il faut qu'on passe aux signatures. Et qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? C'est une question simple. Ça, c'est une grande question de l'astrophysique qu'on connaît pas, donc on n'est pas. Vous savez, pour l'instant, on ne sait pas aller au-delà de ce qu'on appelle le temps de Planck,
qui est 10 puissance moins 43 secondes. Donc, c'est déjà un temps très petit. On peut extrapoler les lois physiques connues jusqu'au temps de Planck. C'est 10 puissance moins 43, c'est-à-dire le chiffre 1 survient seulement avec 43 zéros. Donc, c'est un chiffre très, très petit de secondes. Mais pour aller plus loin, pour voir ce qui se passe, il faut unifier. Vous savez, pour l'instant, les deux grandes théories de la physique sont la mécanique quantique qui décrit l'infiniment petit et la relativité qui décrit l'infiniment grand. Or, dans deux situations particulières, l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Donc, l'un, c'est le Big Bang. C'est l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense. Et puis maintenant, il est devenu notre univers. Donc, il faut unifier la relativité avec la mécanique quantique pour avoir ce qu'on appelle une théorie de gravité quantique. Mais pour l'instant, les gens ont essayé. Il y a des théories comme la théorie des cordes, etc. Mais pour l'instant, rien qui vraiment a des conséquences qu'on peut observer, qu'on peut vérifier. Ça, c'est la marque de la science. Et donc rien n'est plausible pour la communauté. La recherche doit continuer maintenant. Donc, Oui. beaucoup de brillants physiciens se sont donné la tâche de faire ça, mais c'est difficile. C'est difficile. Oui. Même Einstein, pendant les 15 dernières années de sa vie, a essayé de faire ça, mais sans succès. En tout cas, je te remercie et je conseille à nos amis La plénitude du vide pour comprendre un peu cette histoire. La plénitude du vide, c'est quand même un livre remarquable et sur cette question, et je pense qu'on peut aller. Merci. Je vous remercie tous. Je sais que j'ai pas pu donner la parole à tout le monde, mais on peut pas faire autrement. Et je remercie Juan surtout.